L'initiative que vous avez prise, à ma connaissance, est la première depuis la mort d'Edgar Pisani, de lui consacrer ce square, sur le chemin de la maison où il venait, et dans une ville avec laquelle il a eu un long compagnonnage, puisque il a commencé à y venir dans les années 50, et je ne me rappelle pas exactement la date de la conférence qu'il avait donnée il y a quelques années, mais c'était il y a peu qu'il était revenu une nouvelle fois pour dire justement un peu ce que vous avez évoqué, son souci du bien commun, sa conception de la vie publique. Et j'étais très sensible au fait que vous ayez commencé à évoquer sa mémoire en parlant de cette génération des hauts fonctionnaires de l'après-guerre. Au fond, quand on retrace sa vie, très souvent, on commence au ministère de l'Agriculture on commence à la libération de Paris peut-être, et puis ensuite on saute au ministère de l'Agriculture. Et je crois qu'il était effectivement très représentatif de cette génération assez extraordinaire qui a porté la modernisation de la France au lendemain de cette dévastation morale qui a frappé le pays. Et c'était des gens, il le disait d'ailleurs lui-même, c'était des gens qui avaient commencé leur vie en désobéissant, qui avaient commencé en marquant leur opposition, et puis ensuite qui avaient construit avec cette volonté, avec ce sens du bien commun, avec cette ambition extraordinaire, qui avait construit la France moderne en même temps qu'en passant de la désobéissance, sinon à l'obéissance, au moins à la responsabilité. Et je crois que cette génération, beaucoup de hauts fonctionnaires, effectivement, beaucoup de gens qui étaient issus de la résistance, de ces années de lutte, qui sont entrés ensuite dans la fonction publique, ou en tout cas qui sont arrivés à la responsabilité, mais qui étaient portés plus par ce sentiment collectif de la nécessité de reconstruire, de la nécessité de rattraper, de remonter ce pays. Beaucoup de ces gens-là, donc, avaient une capacité, ont eu une capacité de moderniser, de surmonter des obstacles, de se projeter vers l'avenir qui nous manque aujourd'hui. Quand on compare ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 en termes de mutation, en termes d'ampleur de tous ces déchirements, l'exode rural, l'industrialisation, l'urbanisation, la transformation extrêmement rapide de la France, au fond on se dit pourquoi est-ce que nous avons perdu cette capacité collective d'inventer un avenir et de se projeter dans cet avenir. Il se trouve que je lisais juste à l'instant, j'étais tombé sur un tweet qui citait une interview que vient de donner Barack Obama au magazine Wired. Il dit il n'y a jamais eu de meilleure période pour vivre. Je me disais, mais qui aujourd'hui en Europe peut dire ça? Qui aujourd'hui a cette capacité de dire c'est aujourd'hui, c'est pas hier, on ne va pas regretter le monde qu'on a quitté, on a la capacité de construire le monde d'aujourd'hui. Cette génération l'avait, cette génération pensait que malgré tout, malgré toutes ces dévastations, elle avait la capacité de construire un avenir. Et aujourd'hui, on a le sentiment collectif de l'avoir effectivement perdu. Alors vous avez évoqué cela, et puis vous avez évoqué son passage en politique. Effectivement, à partir de sa carrière de préfet, à un moment, il a fait le pas, il est entré au Sénat. Il a passé quelques années comme parlementaire, à faire son travail de parlementaire, et puis il a été appelé comme ministre. Et de cela, il avait gardé une idée de la politique qui, au fond, ce que vous appeliez bien commun, il l'appelait politique, qui était une idée très, très exigeante, très ambitieuse. Le film qui m'a été consacré il y a 5 ans a pour titre « C'est beau la politique, vous savez ». Et c'est un titre scandaleux. C'est un titre scandaleux parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est sale. La politique, c'est mal vu. C'est un métier, enfin, entre les politiques, les journalistes et quelques autres, l'opprobre n'est pas loin.
Et il était porteur de cette idée que la politique, c'est précisément la construction du bien commun, que c'est précisément ce par quoi une société tranche ses différends, une société est capable de faire des choix collectifs, une société est capable, encore une fois, de se projeter vers l'avenir. Et ça aussi, c'est un message très difficile, parce que je crois qu'il faut évidemment prendre au sérieux le sentiment des Français, il faut comprendre les raisons pour lesquelles, et il y en a, ils jettent l'opprobre sur les politiques. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la politique, c'est ce qui construit une société, c'est un des éléments par lesquels, effectivement, on peut surmonter ce qui nous divise et on peut surmonter ce qui nous tire en arrière. Et donc, reconstruire, effectivement, de ce point de vue-là, une capacité collective à créer le bien commun, c'est tout à fait essentiel. Et c'est effectivement un peu un fil rouge à travers la vie que vous avez décrite, que vous avez remarquablement bien décrite, parce que vous avez effectivement rappelé des éléments qui ne sont pas souvent rappelés, vous avez mentionné tous les points essentiels. C'est donc cela, effectivement, peut-être ce qui caractérise le plus cet homme, et aussi, je dirais, la génération à laquelle il appartenait, les gens qui ont eu un parcours similaire, c'était la volonté, effectivement, à travers une action de haut fonctionnaire, à travers une action de responsable politique, à travers un effort d'écriture, d'échange. Il a écrit beaucoup de livres qu'il avait consacrés à différents aspects sur lesquels il avait des convictions, différentes questions sur lesquelles il avait des convictions. Donc ce fil rouge de continuité dans ses convictions et dans la volonté d'une action publique modernisatrice, qui est allée, et vous l'avez rappelé aussi, passer aussi par une trajectoire politique qui était singulière, qui est passée par un moment de rupture, qui est passée par un long chemin, une traversée du désert assez longue, et au fond, à travers une fidélité à des convictions qui l'a conduit à changer d'affiliation, mais en même temps, on retrouve dans les différents thèmes qu'il a parcourus, au fond, une très très grande continuité. Voilà, vous avez terminé par l'évocation de sa relation à Saint-Dié. Et il y a un élément peut-être par lequel je conclurai. C'est un homme qui aimait énormément la forêt. Et il aimait énormément la forêt parce que, un peu par émerveillement d'un enfant du Sud, il ne la connaissait pas, et qu'il a découverte sur les marches de l'Est quand il a été nommé en Haute-Marne, et puis quand il venait ici, il aimait beaucoup aller en forêt. Et la forêt, pour lui, c'était le symbole des limites du volontarisme, des limites de la volonté, de la tentation de tout maîtriser. C'était quelque chose qui portait un temps, portait une dimension qui était au fond supérieure à celle de chaque génération. La forêt, c'est quelque chose que l'on reçoit, que l'on lègue, mais qu'on n'a pas la tentation, on ne peut pas avoir la tentation de façonner comme beaucoup d'autres choses. Et donc c'était pour lui le symbole de ce temps et de la nécessité aussi pour la politique de rester modeste. Je vous remercie.